Passion MLB, le podcast, épisode numéro 28. Charles-Alexis Brisebois, de retour à l'animation. J'ai manqué la semaine dernière, mais j'avais été remplacé, heureusement, de main de maître par le collègue Sébastien Berroir qui retrouve son siège habituel de gars qui répond à mes questions niaiseuses. Sébastien Berroir, comment vas-tu? Ça va très bien, je me sens mieux dans ce siège-là. Là. Bon, parfait, ça. Moi, toi, si je peux poser des questions niaiseuses, ça va faire bien mon bonheur. Tout le monde est content. Oui, c'est ça. Écoute, toi, on comment est ça déjà... s'est passé ton voyage? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Le Fenway Park jeudi soir contre les Kings. On a vu Bowden Francis qui a continué de son bon mois d'août finalement. Le vendredi soir, les Red Sox de Worcester, donc le club école. Là. Et le samedi, il y a eu du football universitaire au menu. Donc, un petit voyage de boys, un petit voyage de sport, une petite virée de quelques jours. Ça a fait du bien. C'était très le fun. Puis écoute, le Fenway Park, je l'avais visité, Sébastien, mais je n'avais pas encore vu de match, ce qui est probablement un sacrilège pour un fan de baseball qui est dans l'est du continent. J'étais dû, puis tu sais, ça respirait le baseball. C'était le Fenway Park. C'était très, très, très plaisant. Voilà qui est fait. Voilà. Fait que ça nous laisse maintenant que les petites vacances de l'été sont prises, ça fait en sorte qu'on peut se concentrer sur la vraie saison. Même les Dog Days of Summer sont comme, hey, tu sais quoi, nous, c'est terminé. On laisse place au bout où on départit les hommes des enfants. Là, on est rendu là. Un mois déjà avant les séries éliminatoires, on s'en parlait un peu avant de rentrer en ondes. À pareille date, le mois prochain, on va être les deux mains dedans, puis on va être débordés, puis ça va être le fun. Et ça va être le fun du gros baseball qu'on va avoir. Puis tu dis, on départage les hommes des enfants. Il y a quelques enfants qu'on a départagés un petit peu plus tôt dans la saison, là, mais il en reste quelques-uns. Il reste quelques courses à surveiller. Donc, ça va être un gros mois d'ici les séries éliminatoires, puis encore plus le rendu au mois d'octobre. Écoute, on parle de départager les hommes des enfants. Penses-tu que les White Sox ont encore des chances? On me dit à l'oreille que ça va être serré, mais ils ne devraient pas se qualifier. C'est ça. Hey, les White Sox, là, bon, ils ont gagné le match d'hier, mercredi. Avant ce match-là, c'était une fiche de 5 victoires, 45 défaites à leurs 50 derniers matchs. Ils jouaient pour 100. Pendant 50 matchs, là, c'est du jamais vu dans l'histoire du baseball majeur. Hier, Sébastien, ils ont récolté leur 5e victoire depuis le match des étoiles. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le match des étoiles, je me souviens plus ce qui s'est passé. Ça fait une éternité, le match des étoiles. Ils ont gagné 5 matchs. Les Mets en ont gagné 7 à leurs 7 derniers matchs depuis ce temps-là. C'est complètement absurde. Puis si je ne me trompe pas, sur cette séquence-là, les Yankees ont trouvé le moyen de perdre 2 matchs contre les White Sox. Fait que tu sais, il faut quand même relativiser les choses. Mais ce que les White Sox sont en train de faire, là, c'est du jamais vu. Puis c'est vraiment triste. Là. On regardait la dernière série. Oui, ils ont gagné le dernier match contre les Orioles, mais ils n'étaient pas dans les matchs. On a vu des jeux bizarres, une collision au champ extérieur, mauvaise communication. Je pense que les gars, ils ont vraiment hâte que la saison finisse. Moi, j'ai une petite pensée dans tout ça pour Garrett Crochet parce que s'il n'y avait pas eu des demandes comme il y en a eu, ben aujourd'hui, il jouerait pour une vraie équipe. On dit-tu qu'il est l'artisan de son propre malheur? Ben, il y a une personne à blâmer dans tout ça. Je la nommerai pas, mais je pense qu'on la connaît tous. Ah, mais moi, j'en ai deux parce que je pense que c'est son agent qui a mis ça dans la tête aussi, peut-être. Ah, peut-être, c'est pas fou, mais c'est pas Scott Boras, fait que c'est moins le fun de cracher sur son agent. C'est ça. Fait que, écoute, Sébastien, on a eu quelques saluts les gars de la part de Jean-Michel, David qui nous a fait un bonjour, fait que je te fais un bonjour en retour. Bonjour. Le podcast peut donc officiellement commencer, donc allons-y avec cette semaine chez les Blue Jays. Okay. Blue Jays. Let's play ball. Je regarde les questions qu'on avait justement, puis il y a Olivier qui nous demandait, malgré leur victoire de 8-1 contre Baltimore hier soir, avez-vous une explication concernant la saison des White Sox qui est littéralement de descente aux enfers? Il n'y en a pas d'explication en ce moment, ça va plus mal que mal. On sait pas, on sait des fois pourquoi il y a des équipes qui ont des saisons de 100 défaites. On ne sait pas pourquoi en date d'aujourd'hui, les White Sox sont déjà à 109. 109 défaites sur 162 matchs, c'est nul. 109 défaites quand on a juste 32, il n'y a pas d'explication, Olivier. Là. À ce niveau-là, sont vraiment, vraiment juste. Je pense qu'il y a une mauvaise cohésion. Des fois, on parle d'une bonne chimie d'équipe. J'ai l'impression que là, c'est de l'inverse. Là. J'ai vraiment l'impression que le problème, ça part de la chambre, mais non, c'est dur à expliquer tout ça. Sébastien, avant de commencer,
On a une question ici, là, justement, concernant les Blue Jays de Martin, qui nous demande Emmanuel Ramirez, la question des Blue Jays, vous en pensez quoi? Emmanuel Ramirez, qui est un releveur qui a été ramassé au balotage et qui a été envoyé dans le 3A. Ce qu'on en pense dans les faits, Martin, c'est pas tant important dans l'optique où les Blue Jays font ça à chaque semaine. On dirait que depuis quelques semaines, il y en a plusieurs des lanceurs comme ça, Alain Emmanuel Ramirez, qui vont chercher parce qu'il y a un certain potentiel, puis il a déjà lancé une rapide de 98 000 à l'heure, puis tu dis, ben écoute, peut-être que dans notre laboratoire des Blue Jays à Buffalo, on va être capable de le réparer puis d'en faire un releveur correct. Mais on va s'entendre sur une chose, Sébastien, c'est pas des projets que ça prend aux Blue Jays de Toronto dans l'enclos, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, nomme-en. Pas juste des releveurs qui sont capables de lancer, des bons releveurs du baseball majeur, parce qu'en ce moment, écoute, il y a Yannis Cabrera que tu peux dire qu'il fait la job, il y a Chad Green que tu peux dire qu'il fait la job, sinon, c'est impossible que tu m'en nommes un troisième. Impossible. Non, on ne peut pas en nommer, mais ça ne sera pas cette année pour ces gars-là, des 1, 2, 3, 4, parce que de toute façon, avec tous les mouvements de personnel qu'on a fait à la date limite des transactions, on ne veut pas en rajouter pour dépasser le seuil de la taxe de luxe. Donc, ça va être pour l'année prochaine. Puis, ça ne coûte rien d'aller chercher des gars qu'on pense qu'on peut améliorer. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais ça reste, comme tu l'as mentionné, des projets, puis des projets probablement à long terme. Donc, on est en train de placer quelques pions dans les rangs mineurs, mais ce n'est pas ça qui va nous amener le supposé championnat qu'on attend en 2025. Non, c'est ça, exactement. C'est du patchage pour amener des bras un peu plus frais à Buffalo, puis c'est à peu près ça. Puis écoute, peut-être qu'Emmanuel Ramirez va avoir une sortie ou deux quelque part dans le baseball majeur cette année, mais on n'en pense pas grand-chose, disons, là, pour répondre à la question qui est vous en pensez quoi? La réponse, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est beaucoup de mots qu'on a dit depuis tantôt pour que la réponse soit pas grand-chose. Un petit bonjour ici à quelqu'un qui nous écoute pour la première fois et qui adore notre podcast Nomis. Merci beaucoup de nous écouter. Merci à tous ceux, évidemment, qui nous écoutent, là, que ce soit en live sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube ou que ce soit en rediffusion sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Mais là, juste avant que tu continues, là, tantôt, tu as dit qu'on pouvait commencer le podcast de la bonne façon, mais on n'a pas eu un salut de ton père qui était là, je le rappelle, la semaine dernière, alors que tu n'étais pas présent. Donc, on fait 1+1, puis on est capable d'arriver à une conclusion. Là, il va falloir que mon père vienne sauver mon honneur et qu'il nous dise bonjour. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il est 8h09. Je n'ai pas reçu de texto comme quoi qu'il ne pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je veux qu'on parle un petit peu de Beau Bichette là, qui progresse vers un retour au jeu. Peut-être que la semaine prochaine pourrait jouer des matchs dans les mineurs. Écoute, il reste quoi, 22 matchs à la saison des Blue Jays, quelque chose comme ça. S'il en joue 10, peut-être, ce sera déjà ça. À quel point c'est important, selon toi, que Beau Bichette revienne puis finisse la saison puis qu'il soit capable de frapper une coupe de coup sûr puis qu'il soit capable de jouer défensivement, de prendre ses aises à la récourse, sais-tu? Ça va-tu tout changer ou s'il y a des équipes qui essayent d'appeler cet hiver? Ça va-tu mettre plus les Blue Jays en confiance? Ça va-tu le mettre en confiance ou tu fais comme, hey, pour vrai, c'est 10 games. Tant mieux s'il le fait, mais c'est pas grave s'il le fait pas. C'est quoi ta mentalité par rapport à une possible fin de saison là, sur le terrain pour Beau Bichette? Mais je ne pense pas qu'un 10 matchs, ça change quoi que ce soit pour les autres formations du baseball majeur qui voudraient acquérir ses services. On sait à quoi s'attendre de Beau Bichette, puis un stretch de 10 matchs, c'est beaucoup trop court pour évaluer un joueur. Par contre, moi, ce que je veux voir, c'est dans quel état d'esprit Beau Bichette arrive dans cette fin de saison-là. Est-ce que ça lui tente vraiment? Est-ce qu'il veut mettre les efforts? Est-ce qu'il veut prouver que le joueur qui était auparavant, c'est le vrai Beau Bichette qui se rend sur les sentiers, qui frappe pour 320, qui peut avoir une chance d'être champion frappeur dans la Ligue américaine? Donc, moi, c'est ça que je veux voir. Ça ne changera rien au reste des choses, selon moi. Mais si on a un Beau Bichette qui arrive avec la bonne attitude, on peut penser qu'il va arriver au camp d'entraînement avec cette même attitude-là. Puis si tu le combines avec ce que Vladimir est en train de faire présentement, s'il peut transposer ça l'an prochain, ben là, la semaine dernière, on parlait de one-two punch, mais là, tu l'as, ton one-two punch. Exact. Il reste à voir si ça va revenir parce que, il n'y a jamais eu de doute avant sur Beau Bichette. Oui, il a été blessé un peu durant la saison 2023, mais tu te disais, écoute, un gars a le droit d'être blessé une couple de semaines dans sa carrière, c'était pas la fin du monde. Les autres années d'avant, 2021-2022, chaque année, c'était le gars qui avait le plus de coups sûrs dans la Ligue américaine. C'est quand même pas rien là, dans le baseball d'aujourd'hui, 2 ans de suite de coller des performances comme ça. Donc, s'il peut revenir en forme, ce serait une chose.
Mais évidemment, tu regardes ce que David nous dit. J'ai des doutes pour la suite avec Beau avec les Blue Jays à Toronto. J'aimerais qu'il revienne, mais je doute de ses intentions. S'il n'est pas échangé, il va être là pour 2025 parce qu'il y a un contrat, mais la question, c'est après. Il n'y a personne qui s'attend à ce qu'il signe une prolongation de contrat à long terme avec les Blue Jays. Donc, ce sera de savoir s'il l'échange. Est-ce que s'il l'échange, est-ce que c'est cet hiver? Est-ce que ce sera la date limite des transactions si le club ne performe pas? Donc, évidemment, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre pour le moment. Sébastien, on a une question ici du collègue Marc-Olivier Cook, que j'ai vu justement hier soir, qui nous dit « Salut les boys, Juan Soto, John Heyman en a parlé, Bob Nightingale en a parlé. À Toronto, est-ce que c'est réaliste selon vous? » Cook, je vais te répondre en un mot, non. Ça t'en fait peut-être une plus longue réponse, mais j'ai vraiment l'impression que si ça se joue, s'il y a une lutte, Sébastien, on en parle depuis des mois et des mois, ça va être Steve Cohen et Al Steinbrenner. Ça va jouer entre les Mets et les Yankees. Il y a des clubs, évidemment, qui vont appeler, puis crois-moi que Scott Boras va refuser aucun appel. Les Nationals vont appeler, les Giants, qui cherchent une vedette depuis littéralement toujours, vont appeler, les Blue Jays vont appeler. Il y a des clubs qui vont appeler en masse, en masse, en masse. Mais si ça ne se joue pas entre les Yankees et les Mets, je vais être super étonné. Puis s'il ne revient pas avec les Yankees, c'est parce que Al Steinbrenner a offert 100 millions de dollars de moins que l'autre. Ah, exactement, exactement. Puis on peut peut-être ajouter les Nationals dans la discussion. Si ce n'est pas une lutte à 2, ça va être une lutte à 3. Puis ça va être les Nationals qui vont être dans cette lutte-là. Ce ne sera pas les Jays. C'est réaliste de penser que les Jays vont appeler, que les Jays vont faire leur devoir. À tout le moins, j'espère qu'ils vont faire leur devoir. Tu n'as pas le choix avec un joueur comme Juan Soto. Ouais. Mais je serais très surpris même que Juan Soto soit dans un avion. On ne se tendra probablement pas là. Soto, la priorité numéro 1, je pense que c'est les Yankees, veut demeurer à New York dans cette organisation-là avec les partisans qui l'adorent en ce moment. Mais c'est sûr que si Cohen décide de sortir le portefeuille, de mettre la pression sur Steinbrenner, ben là, peut-être que finalement, il pourrait se retrouver avec les Mets ou les Nationals. Mais les Jays, ça serait très difficile de faire traverser Juan Soto au Canada. Dans ces circonstances-là, je ne vois pas vraiment une avenue où ça serait possible. Il y a David qui nous mentionne, non, s'il vous plaît, pas un Otani 2.0. La différence, puis le commentaire est bon parce que c'est un doute qu'il faut avoir à ce niveau-là. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que les Blue Jays ne s'engageront pas autant qu'avec Otani. Otani, visiblement, il y avait des chances. Je pense que ça a toujours été les Dodgers en premier quand même. Mais visiblement, ils ont eu des vraies chances de signer Otani. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer dans un derby comme ça. Otani aurait pu être insulté par quelque chose ou quoi que ce soit. Mais dans le cas de Soto, ils vont mettre leur priorité ailleurs. Puis, David en a mentionné quelques-unes comme ça. Le 3e but, le 2e but, la relève. Tu aurais pu marquer la relève une 2e fois aussi, puis tu ne l'aurais pas assez mentionné, David, parce qu'on l'a dit tantôt, là, ça va prendre des releveurs dans ce club-là, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, il va y avoir d'autres besoins aussi à combler. Un peu de profondeur dans la rotation parce que quelle équipe du baseball majeur a trop de profondeur dans la rotation? La réponse, c'est aucune. Mais oui, ça va prendre de l'aide aussi au 3e but, au 2e coussin. Peut-être qu'un voltigeur supplémentaire, ça pourrait aider aussi. Donc, non, il va y avoir quand même quelques dossiers à surveiller durant l'hiver. Un des dossiers aussi qui va être à surveiller par la force des choses, ça ne devrait pas rien changer à son admissibilité sur le terrain en 2025, mais c'est Vlad Guerrero Jr. Il est sous contrôle pour l'an prochain, donc à moins d'une énorme catastrophe, va être là, à moins d'une blessure, à moins d'une transaction, à moins d'une chicane salariale, puis qu'il ne signe jamais un contrat pour 2025. Mais sinon, il va être là, mais la question, c'est surtout, en 2026, il va-tu être là? Et si oui, est-ce que ça va se régler durant l'hiver 2025-2026, puis il va faire comme Aaron Judge, il va aller faire son petit tour, il va aller se faire chanter la pomme par San Francisco, par San Diego, par tous ces clubs-là avant de revenir? Ou est-ce qu'il va décider de prendre le chemin Raphaël Devers, c'est-à-dire de signer un an d'avance? C'est cette question-là aussi qui va être super importante, puis ça va dépendre, selon moi, Sébastien, c'est évident là, ce que je vais dire là, mais ça va dépendre de l'offre des Blue Jays. Là. Si les bonnes offres ne sont pas sur la table, là, Guerrero va dire « Ah ouais, je vais laisser mon talent parler, je vais me mettre les 2 pieds sur le pouf, négocier, moi, je vais travailler sur le terrain en 2025, puis je vais me mériter un chèque, que ce soit à Toronto ou ailleurs en 2026. » Oui, ça va dépendre du sérieux des Blue Jays dans cette négociation-là, dans ce processus qui, les Blue Jays vont tenter des choses là, d'ici le terme de la prochaine campagne. Là, ils ne vont pas attendre que Vladimir s'en aille sans rien dire
pour essayer par la suite de le ramener à Toronto. Donc, il va y avoir un long processus de négociation. Puis, selon le sérieux des Jays, bien, Vladimir pourrait accepter de rester à Toronto. On parlait de Juan Soto qui probablement veut rester à New York avec les Yankees, mais Vladimir veut rester à Toronto. Oh, oui. Donc, si tu montes ton sérieux, si tu négocies de bonne foi, un terme qu'on aime bien là, quand le baseball majeur négociait supposément de bonne foi avec l'association des joueurs. Malade, ça. Oui, ça, là, moi, de la bonne foi comme ça, là, j'en prends tous les jours. Mais un bol de bonne foi pour déjeuner. Oui, exactement, tous les matins. Ouais. Mais si on négocie avec la vraie bonne foi et qu'on montre notre sérieux, pourquoi Vladimir irait ailleurs? C'est sûr que peut-être qu'il veut tester sa valeur sur le marché des joueurs autonomes. Ce ne serait pas le premier à faire ce genre de choses-là. Mais c'est un joueur concession, donc tu dois bâtir autour de lui. Puis si on fait le lien avec Juan Soto, est-ce que Juan Soto, juste pour ramener la question de tantôt, voudrait s'associer aux Blue Jays sans savoir si Vladimir va faire partie de l'alignement pour les prochaines saisons, si Bo Bichette va faire partie de cet alignement-là également, si on ne va pas tomber dans une reconstruction? Donc, vraiment, les chances que Soto s'amène à Toronto sont faibles, mais les chances que Vladimir reste à Toronto, ça, c'est beaucoup plus fort. Puis, entre toi et moi, si tu signes Juan Soto, tu ne le signeras pas à rabais. Est-ce que tu vas te consoler en disant, ben écoute, on va laisser Guerrero partir parce que de toute façon, on a Soto, mais tu sais, Soto, il ne voudra pas rester si Guerrero n'est pas là. Fait que tu sais, il y a cet aspect-là qui ne fonctionne pas non plus, là. Une addition là, qui ne peut pas fonctionner. Même si, tu sais, on parle de Guerrero, on parle de Soto, on se rappellera que George Springer a mentionné que Bichette et Vladimir doivent faire partie de la solution. C'est Martin qui nous le rappelle. Ils vont faire partie de la solution pour 2025 jusqu'à preuve du contraire. Mais pour la suite des choses, ça va être difficile là, de voir les deux dans la même formation, même si dans les faits, Sébastien, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Là, ils ont gradué vraiment ensemble dans les mineurs. Ils ont gagné en 2018 au New Hampshire ensemble, même si Guerrero avait fini la saison à Buffalo. Mais ils ont joué à Dunedin, ils ont joué au New Hampshire, ils ont joué à Buffalo, ils ont joué à Toronto. C'est des gars qui se connaissent depuis très, très, très longtemps. Oui, qui se connaissent, qui semblent s'apprécier, tout le monde en apparence. Puis Springer n'a pas tort. Si tu veux gagner, tu vas avoir besoin de ces deux-là. Puis tu vas avoir besoin de Bo Bichette parce que oui, tu peux l'échanger, mais tu vas avoir quoi en retour? Est-ce que tu vas l'échanger à une formation qui va te donner nécessairement ce que tu as besoin tout de suite? Ça serait très surprenant. Il y en a eu quelques transactions que c'était un besoin des deux équipes. On pense à Arraez, c'est Pablo Lopez, mais c'est quand même rare que ça survienne, puis c'est difficile à compléter ce genre de transaction-là. Donc, si on échange un Bo Bichette, probablement c'est pour des actifs futurs, mais on veut gagner en 2025. Donc, Springer n'a pas tort sur cette déclaration-là. Puis comme Denis nous l'a mentionné, en ce moment, Vladimir, c'est probablement le deuxième frappeur de la Ligue. Depuis le mois de juillet, là, il prend vraiment son air d'aller. Avril a été un petit peu plus difficile. Ceci dit, on pourrait dire la même chose du gars qui est probablement numéro 1 dans le palmarès des meilleurs frappeurs de la Ligue en ce moment, Aaron Judge. Donc, non, il est assez important pour les Blue Jays. David, justement, par rapport aux négociations qu'il nous mentionne, les Jays n'ont rien à gagner dans le rôle de badass avec Vlad. Les dominants sur le terrain, le Rogers Center est rempli de parties avec son chandail. C'est ça, c'est un commentaire qu'on dirait qui revient à chaque semaine, mais c'est ça aussi, Sébastien. Si tu perds Vlad, tu le perds sur le terrain, ça te fait mal. Mais après, là, il y a bien des gens à Toronto là, qui vont se dire pourquoi j'irais voir ce gars-là? Il y a bien des gens au Québec qui vont se dire ça me tente de faire un voyage de balle pour aller voir, aussi bon soit-il, là, mais Addison Barger puis Will Wagner, ça te prend un gars pour remplir ces sièges-là là, qui ont coûté cher, les sièges d'ailleurs, une couple de centaines de millions dans les dernières années, les rénovations au Rogers Center, des rénovations à Dunedin aussi au complexe d'entraînement. Ça te prend une vedette. Ça te prend une vedette. Oui, c'est le visage de la franchise. Tu ne peux pas te permettre de perdre ses services. Ça va être qui le prochain visage des Blue Jays de Toronto si Vladimir s'en va? Ça va prendre des années avant qu'on retrouve ce genre de joueur-là. Donc, tu ne peux pas te permettre de perdre ses services. Puis, c'est dangereux. Si tu ne négocies pas de la bonne façon, puis je vais prendre l'exemple des Yankees avec Aaron Judge. Les Yankees ont été très chanceux là, d'y aller low ball avec lui, d'y aller avec une première offre qui était ridicule. Malgré tout, Aaron Judge, c'est le capitaine de l'équipe, voulait rester. Donc, on a réussi à construire autour de ça au lieu. Il aurait pu décider de partir puis dire,
vous n'êtes pas sérieux, vous ne me voulez pas dans votre équipe, je m'en vais. Ça n'a pas été le cas, mais avec un Vladimir, ça pourrait être le cas. Ce n'est pas nécessairement le même genre de joueur, ce n'est pas nécessairement le même genre de personnalité. Donc, si on ne négocie pas de la bonne façon, Vladimir pourrait faire je vais l'avoir mon argent, mais je vais l'avoir ailleurs. Commentaire ici de Martin aussi qui dit que par rapport au commentaire de George Springer, que c'est facile à dire parce que c'est pas lui qui signe le chèque à Beau Bichette, mais il est quand même il a le droit à son opinion quand même, George Springer. Puis on s'entend que pour un gars qui est rendu à son âge avec le contrat qu'il a, il ne sera pas échangé à court terme. Lui, il doit espérer que les Blue Jays ne se lancent pas dans une reconstruction parce qu'il a beau avoir déjà gagné. Je pense qu'il aimerait ça avoir une deuxième bague, puis une bague pas d'astérix non. Oui, exact. Puis si Bichette et Vladimir s'en vont, il n'y en aura pas une deuxième. Là. Non, ça va être assez difficile. William qui nous mentionne, là, comme on le disait tantôt, s'il ne signe pas Vlad et Bichette, l'équipe va perdre son âme. C'est les deux gars qui amènent du monde à la billetterie. C'est un commentaire qui revient assez souvent. Commentaire de Cook qui nous revient. Vous parlez de la valeur de Vlad avec la saison qu'il a. Est-ce que le contrat de plus de 300 millions de dollars est en jeu? C'est intéressant quand même parce que dans les dernières semaines, John Heyman est passé à une émission de radio de Sportsnet. Puis il a dit, écoute, le jour où un joueur de premier but va avoir un contrat de 300 millions de dollars, c'est pas encore arrivé. Il est repassé au même show la semaine d'après, puis il a dit, hey, il y a du monde dans le milieu qui m'ont remis à ma place, puis qui ont dit, ouais, s'il y en a un joueur de premier but qui est capable de toucher le 300 millions dans les conditions actuelles, parce qu'il est arrivé jeune, parce qu'il va être joueur autonome assez rapidement dans sa carrière, c'est Vladimir Guerrero Jr. Donc, c'est possible. Le fait qu'il joue au troisième but un petit peu plus souvent peut permettre d'y acheter de la polyvalence, même si ce n'est pas un joueur de troisième but à temps plein. Donc, j'ai envie de te dire peut-être que c'est en jeu, mais dans ma tête, Sébastien, vraiment pas assuré que c'est un gars de 300 millions de dollars. Non, c'est pas assuré, mais comme tu l'as mentionné, c'est possible. Là. Si, comme John Heyman le dit, s'il y en a un qui peut le faire, c'est Vladimir. Excuse-moi, j'ai-tu dit John Heyman, je voulais dire Jeff Passan. Ah bon, oui, c'est plus crédible. Passan, oui, c'est plus crédible, oui, parce que sinon on va commencer à parler d'Arson Judge. Mais, mais c'est ça, s'il y en a un qui peut le faire, c'est Vladimir. La seule chose qui pourrait l'empêcher, selon moi, d'atteindre les 300 millions, c'est son manque de constance. Est-ce qu'une équipe va prendre le risque de miser sur la saison qu'il est en train de faire ou sa saison de MVP qu'il a déjà fait, ou si la plupart des formations vont s'attendre à ce que ça soit un petit peu entre les deux, entre les mauvaises saisons de Vladimir et ce qu'il est en train de faire? Parce que présentement, cette saison, là, depuis même avant le match des étoiles, c'est extraordinaire. Mais ce qui est capable de le faire sur une saison complète, ça, c'est une autre chose. Et ce qui est capable de le faire sur 2 ou 3 campagnes, ça, c'est encore une autre chose. Donc, la seule chose, c'est vraiment le manque de constance qui pourrait retenir Vladimir d'avoir un 300 millions dans ses poches. On parle de Vlad, on parle de Beau, mais il y a quand même des jeunes joueurs qui sont en train, je ne veux pas dire de tirer cette équipe-là, mais qui offrent présentement des performances qui font en sorte que les Blue Jays jouent le fameux rôle de je viens ici pour brouiller des cartes, même si je sais que ma saison est terminée. Là, il y a toujours, on dirait, ces équipes-là à chaque année. Les Blue Jays qui jouent un peu ce rôle-là présentement. David qui nous demandait tantôt, tu as des Will Wagner, tu as des Spencer Hurwitz, tu as des Addison Barger, Eloy Jimenez, on pourrait ajouter Joey Loperfido aussi. 5 jeunes qui ont du temps de jeu quand même régulier présentement dans le baseball majeur qui mènent la charge. Est-ce qu'il y en a un présentement pour toi qui ressort du lot? Est-ce que les prouesses de Will Wagner, qui est capable vraiment de placer la balle en lieu sûr sur une base constante t'impressionne? Est-ce que l'éclosion d'un Spencer Hurwitz cette année t'étonne? Comment tu vois ça, les jeunes à Toronto? Bien, encore là, l'échantillon est quand même assez court, mais moi, présentement, mon préféré, c'est Wagner, qui est capable de tout faire sur un terrain de baseball. C'est le genre de joueur que tu as besoin. Je ne sais pas s'il va être partant avec les Blue Jays. Il va avoir une belle lutte au deuxième but avec Horwitz parce qu'on ne pourra probablement pas déplacer Horwitz au premier coussin puis envoyer Vladimir au troisième. Le premier coussin appartient à Vladimir. Donc, ça va être une lutte avec Horwitz pour le deuxième but. Jimenez, encore là, ça va dépendre de Beau Bichette. Il y a plein de facteurs qui sont en jeu. Mais pour moi, présentement, celui qui m'impressionne, je ne sais pas s'il va être capable de faire ça sur une longue période, c'est Wagner. Oui, absolument. De plus en plus, j'aime ce qu'Addison Barger amène. J'ai l'impression que
en début de carrière, on l'a balancé un peu, on lui donnait pas du temps de jeu régulier, on le renvoyait dans le 3A. Là, il a été rappelé, puis je ne sais pas si on lui a donné le talk de dire écoute, on va te donner du temps de jeu régulier, mais c'est ce qui se passe. Il ne joue pas nécessairement tous les jours, mais il joue quand même plusieurs fois par semaine. Il joue souvent au troisième coussin, capable d'aller jouer dans le champ droit, aussi une position où il y a une certaine facilité. Puis ça va bien en ce moment. De plus en plus, prend confiance. Si tu regardes l'échantillon des derniers matchs, c'est une moyenne qui est à la hausse. Il est capable de démontrer un petit peu plus sa puissance aussi. Donc, lui peut être une pièce intéressante, j'ai l'impression. Moi, je pense que s'il y a un bon camp 2025, là, c'est facile à dire parce qu'il n'y a pas eu d'acquisition encore. Puis peut-être que le troisième but va être comblé avec un gars à temps plein ou quoi que ce soit. Mais c'est le genre de gars qui peut se battre pour un poste à temps plein. Ouais, puis lui, il n'est pas là pour bonneter, hein? Non, il n'est pas là pour bonneter. Quel élan violent, puis de la puissance du côté gauche. Donc, on en a besoin chez les Jays. Puis tu parlais de facilité dans la droite, c'est beaucoup plus facile dans la droite que dans la gauche. Donc, on est capable de le bouger un petit peu dans cet alignement-là. Puis oui, encore là, s'il continue sur cette lancée-là, il peut apporter quelque chose que les Jays ont besoin en ce moment. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on a présentement pour les Blue Jays de Toronto. Donc, allons voir un peu ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. On parle de ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Il y a eu une nouvelle qui est survenue dans la nuit de mercredi à jeudi. La nouvelle, c'est pas que Matt Chapman a signé un contrat de 6 ans. La nouvelle, c'est que Scott Boras n'a pas amené son client à l'autonomie. Sébastien, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Mais ça va être l'hiver de la revanche de Scott Boras. Oh, puis là, il a déjà commencé. L'hiver a commencé vraiment tôt pour Boras, là, mais j'ai l'impression qu'on va en voir de toutes les couleurs durant la saison morte. Il y a Matt Chapman, évidemment, la nouvelle, qui a signé un contrat de 25 millions de dollars par année pendant 6 ans avec les Giants. Donc, il avait signé un contrat de 3 ans avec des années d'option. Le contrat fait en sorte que les années d'option de 2025 et 2026 s'effacent, sont remplacées par un contrat pur et dur en bonne forme de 2025 à 2030, 25 millions de dollars par année. 1 million de dollars en boni à la signature, donc 151 millions de dollars en tout. Et c'est un contrat, pas de avec clause de non-échange, pas d'option de sortie, pas d'argent repoussé dans le futur. C'est straight up, à chaque année, tu fais 25 millions de dollars pendant 6 ans. Tu es avec les Giants, merci, bonsoir. S'il a signé ce contrat-là, c'est parce qu'il se sent visiblement confortable chez les Giants de San Francisco. Ça nous démontre donc qu'il était ouvert à signer un contrat durant la saison et que probablement qu'il ne voulait juste pas le faire chez les Blue Jays de Toronto, mais aussi qu'il y a eu la bonne offre sur sa table. Parce que, on l'a dit tantôt, on rit un peu. Scott Boras, on sait qu'il aime amener ses clients à l'autonomie. S'il a décidé de signer comme ça en septembre à quelques mois de l'autonomie, c'est parce qu'il sait qu'il a eu sa valeur. Puis, écoute, à 151 millions de dollars pour 6 ans, pour un gars dans la trentaine qui ne frappe pas beaucoup, qui est réputé pour sa défensive, il a eu sa valeur. Sans aucun doute. Par contre, si on se met du côté des Giants, j'aime quand même cette signature-là. Oui. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est beaucoup trop. On le sait que dans les 2 dernières années de ce contrat-là, ça ne sera pas bon, mais pour la plupart des contrats dans le baseball majeur, les 2 dernières années, souvent, on va signer plus d'années justement pour retenir le joueur puis réussir à avoir un bon contrat avec lui. Donc, pour moi, c'est pas mauvais. Les Giants ont toutes les misères du monde à attirer des joueurs autonomes. On en avait attiré un, on le garde dans nos rangs. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que Matt Chapman, c'est probablement le meilleur joueur de troisième but défensif de la Ligue. Et cette année, c'est pas si pire offensivement, là. Il est beaucoup plus combatif au bâton. Si on prend juste les joueurs de troisième but, il se retrouve quand même dans le top 5 chez les joueurs de troisième coussin. Donc, oui, ce montant d'argent est mérité pour Chapman, mais les Giants ont fait quand même une bonne affaire. Je ne dis pas que c'est une aubaine, loin de là, mais quand même, on a solidifié quelque chose qu'on va avoir pour plusieurs années, puis on va pouvoir construire autour de ça. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a David qui nous mentionne si les Giants ont été capables de donner 150 sur 6 à Chapman, Vlad vaut plus que ça et probablement le 300 parce que c'est sûr qu'il vaut plus que 150. Là, ça, on est d'accord avec ça, mais je regardais, on parle de Scott Boras, là. On va-tu parler de son hiver un peu? On en parlait un peu tantôt. Là. J'ai fait un texte sur le patient MLB où j'ai énuméré une liste. Juan Soto,
qui va avoir probablement le deuxième plus gros contrat de l'histoire, derrière Shohei Ohtani. Corbin Burns, qui, cette année, dis-moi si je me trompe, risque d'être le lanceur le mieux payé sur le marché de l'autonomie. Je ne vois pas quel lanceur va obtenir plus que lui. Pete Alonso, qui va avoir un contrat intéressant. Alex Bregman, qui va probablement avoir à peu près 150 millions de dollars, lui aussi, à peu près comme Matt Chapman. Cody Bellinger devrait sortir de son contrat. Blake Snell devrait sortir de son contrat. Ça va être un gros hiver. Là. Tu sais, c'est 6 clients, puis écoute, il y a probablement des clients un petit peu plus mineurs aussi. Il a bien fait de prendre de l'avance quand même, là, le bon Scott, là, parce que tu sais, juste Juan Soto, là, ça va être un projet, ça. Là. Oui, un gros projet. Et d'après moi, Boris ne sera pas à Punta Cana, les 2 pieds sur la chaise de plage cet hiver. Probablement peut-être au mois de février-mars, quoique avec Boris, Bon, on ne sait jamais. Là, non, moi, je pense ça peut nous avril. amener à avril-mai, mais on verra rendu là. Mais ça va être un gros hiver. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, je pense qu'il va vouloir se reprendre pour sa mauvaise saison morte de l'an dernier. Puis est-ce que les formations vont... On parlait un petit peu de collusion l'an dernier. Est-ce que ça va être la même situation cette année? Je ne crois pas. Donc, je pense vraiment que Boris va pouvoir capitaliser sur les clients qu'il a présentement. Tu parlais tantôt, il a établi les bases avec le contrat de Matt Chapman, justement pour Bregman. Donc, il est en train de tout placer ses pions au bon endroit pour pouvoir avoir un très gros hiver. Sébastien, parlons un petit peu de ce qui se passe chez les Yankees de New York. Aaron Boone, qui est ton préféré, je pense. Oh, oui, de loin. Aaron Boone, il école des petits génies, tu sais. Ça, c'est comme un package, hein? Ça vient tout ensemble. Fait qu'Aaron Boone, lui, si tu es un joueur des Yankees, tu dois l'aimer parce que tu le sais te défendre. Hein? Il n'est pas capable de dire Clay Holmes n'est plus mon releveur de confiance. Là. Il va tourner autour du pot en disant qu'il va avoir une rotation. Puis ça, c'est des semaines après qu'on espère qu'ils disent non, arrête, il n'est plus le closer. Et là, si tu es Alex Verdugo, tu es content aussi qu'il soit ton gérant parce que quand c'était Alex Cora, le gérant, il disait toi, tu t'en vas sur le banc puis c'est fini. Oui. Aaron Boone, il a décidé pour un gars qui n'est pas important pour la suite. Il ne revient pas, Alex Verdugo. Là. Il ne signera pas un contrat dans le Bronx, Alex Verdugo. Et là, il décide qu'il ne court pas. 2 possibilités. S'il court mal au premier but, 1, il est blessé. S'il est blessé, pourquoi il joue? 2, il est en santé puis il ne se force pas. Fait que s'il ne se force pas, pourquoi il joue? As-tu remarqué une constante? Dans les 2 cas, ça finit avec... Pourquoi il joue? Mais Aaron Boone qui le défend puis qui dit qu'il est satisfait de son jeu. Tu l'as-tu vu courir? La séquence là où est-ce que Alex Verdugo court pas pantoute, c'est gênant. Malgré tout, il défend. Puis malgré tout, il y a un gars qui s'appelle le Martien. Ben, il s'appelle pas le Martien. Il est surnommé le Martien. Là. Ses parents sont pas niaiseux à temps plein. Le Martien est en bas, dans le 3A. Il a tout le potentiel du monde. Il est capable de prendre la place dans la gauche. Il est capable de prendre la place dans le centre les jours où tu mettras Judge comme frappeur de choix ou peu importe. Mais on reste avec Verdugo parce que c'est un vétéran puis parce qu'il est fiable défensivement. Incroyable. Moi, je pourrais faire épargner du temps à tous les journalistes du Bronx, de la grosse pomme de New York, à tout le monde. Une conférence de presse, un point de presse d'Aaron Boone, ça ne sert à rien. C'est une succession de paroles creuses, de paroles vides de sens. Ça ne veut absolument rien dire. Puis oui, il va toujours défendre ses vétérans jusqu'à la mort, peu importe ce qu'ils ont fait. Par contre, les jeunes, ça, c'est une autre chose. Ils n'ont aucune chance. Tu fais une erreur, tu es sur le banc, tu n'as aucune chance. Mais les vétérans, là, Gleyber Torres peut commettre des erreurs à répétition. Verdugo peut ne pas courir sur des roulats au deuxième but. Il fait toujours des roulats au deuxième but, donc il ne court jamais. Mais sans conséquence, en toute impunité, les vétérans peuvent continuer à évoluer. Je pense que ça prend un changement à New York. Ça fait plusieurs années qu'on pense ça, mais on ne peut pas continuer dans cette culture où personne n'est imputable de rien. Et c'est ça qu'Aaron Boone a amené dans cette organisation-là avec les résultats qu'on connaît. On ne réussit pas à passer au prochain niveau chez les Yankees avec tous les éléments qu'on a en main. Et tu parlais de Jason Dominguez. C'est justement le cas. Le jeune n'a aucune chance. On ne veut pas l'amener parce qu'on ne veut pas qu'il fasse d'erreurs. On ne veut pas l'amener parce qu'on ne veut pas avoir l'air fou d'avoir pris certaines décisions par le passé. Donc, il y a beaucoup de non-sens chez les Yankees en ce moment. Le seul argument que je comprends, c'est si jamais tu montes Dominguez, oui.
Si jamais tu montes Dominguez et que ça ne fonctionne pas, ben, tu as insulté Verdugo puis tu as brûlé Dominguez pour cette année. Fait que tu es passé de 2 voltigeurs de gauche à 0. Cet argument-là, je le comprends. Mais en même temps, tu es rendu à une étape. Tu regardes le classement, là, tu veux-tu la gagner, la division, ou tu ne veux pas la gagner? Il faut que tu prennes des chances, il faut que tu sortes un petit peu de ta zone de confort. Là. Ben exactement. La question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'on va brûler, on va se brûler avec Dominguez, c'est est-ce qu'on va gagner avec Verdugo? Puis la réponse est non. Donc, pourquoi ne pas essayer Dominguez qui, l'an dernier, a tout cassé, cette année, frappe bien depuis son retour d'une blessure, a eu des moments un petit peu plus difficiles, mais justement, était blessé. Ça ne peut pas être pire que Verdugo en ce moment. Puis oui, on parle de son jeu défensif, mais Dominguez est excellent défensivement aussi. Un Donc, voltigeur de centre. exactement. Tu vas le placer dans la gauche, tu ne perds pas au change. Puis tu peux juste gagner au bâton parce que Verdugo amène absolument rien en ce moment à cette formation-là. Mais on a tellement peur de prendre des chances à New York. Puis c'est ça, c'est que ça nous amène, ça nous conforte dans notre situation. Jamais on va se faire déclasser, on va toujours être dans la course, mais jamais on va passer au prochain niveau non plus. Sébastien, on a un commentaire ici de Jean-Michel qui nous dit Jason Dominguez, les Yankees veulent limiter ses présences au bâton parce qu'on mise tout sur un hypothétique trophée de meilleur recrue pour avoir un choix de première ronde. Même, dis-moi si je me trompe, mais je pense avoir vu récemment que parce que les Yankees, c'est un club de gros marché qui dépasse la taxe de luxe, ils ne sont même pas éligibles à ce choix de première ronde. Là. Ah, ça, je ne l'avais pas vu passer. Mais même s'ils sont éligibles, là, tu prends une chance dans une course au championnat de la section Est de la Ligue américaine en 2024 que Jason Dominguez soit la recrue de l'année en 2025, puis il ne sera pas seul dans la course. Là. On le sait, là, il y a des jeunes qui poussent, qui vont arriver, qui sont déjà là, éligibles, juste pour avoir un choix de première ronde. Puis ça fait combien de choix de première ronde, peut-être à part Austin Wells là, chez les Yankees, qui ont percé cet alignement-là? Oui, Volpe, mais ça fait plusieurs années. Ouais. Ça ne fait aucun sens de prendre ce risque-là puis de sacrifier une course au championnat dans une saison où tu sais que tu es à 0,5 matchs de la tête. Tu n'es pas à 10 matchs. Là. Puis je vais te la poser autrement, cette question-là. Je sais que tu ne peux pas échanger de choix au baseball, mais pour les besoins de la cause, t'échangerais-tu un choix de première ronde pour avoir un gars comme Jason Dominguez dans une course aux séries? Oui! Oui. Ben, tu peux le faire! C'est ça, il est là! C'est un choix que tu n'as pas, là. Non, c'est un choix que tu n'as pas. Tu ne l'as pas encore, ce choix de première ronde-là. Là. Ah, dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Super. Ouais, George Steinbrenner, ça n'aurait pas passé. Martin a raison là-dessus. Là. On se ramène un peu. C'est facile de se ramener au passé avec les Yankees. On a un commentaire ici aussi de Nomis qui nous dit il n'y a pas eu de gérant digne de ce nom depuis Joe Torre chez les Yankees. C'est facile de se ramener dans le passé, mais en même temps, on dirait que les Yankees, ils savent que c'est cette année qu'il faut que ça se passe parce que Soto, l'an prochain, c'est pas promis. Puis si ça l'est, ça va être une augmentation salariale. Tu vas pas pouvoir signer d'autres gars. Mais tu t'entêtes à dire Clay Holmes va être mon releveur de confiance. Et puis Gleyber Torres va être mon joueur de deuxième but. Puis, écoute, Judge et Soto sont mieux d'être en forme parce que c'est eux autres qui vont amener l'équipe à la terre promise. D'ailleurs, petit creux de vague pour les gars. Rien d'inquiétant, évidemment, mais tu le vois que ça passe par ces gars-là. Hein, parce que quand ces deux gars-là sont juste un petit peu plus off en même temps, pas grand-chose à frapper. Là. Oui. Puis c'est un creux de vague qui est normal. Là. Les deux ont frappé à plein régime toute la saison. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là. Mais tu parlais des joueurs qui sont en place présentement, qui ne performent pas, mais qui continuent à être là. C'est ça, les Yankees. C'est ça depuis plusieurs années. Puis on ne semble pas être capable de sortir de ça. Je comprends pas. Tu mentionnais, les Yankees le savent que c'est cette année qu'ils doivent gagner. Je ne suis pas sûr qu'ils le savent. Parce qu'on n'a pas fait les acquisitions nécessaires à la date limite des transactions. Oui, on a ajouté un Jazz Chisholm, pas de problème. Mais l'enclos de relève n'a pas été touché ou presque. Puis on le sait que Clay Holmes, c'est une catastrophe cette saison.
il n'est pas capable de terminer les matchs. Puis je ne sais pas si tu as vu de la façon que ça s'est terminé contre les Rangers du Texas. Le ballon de plage qu'il a envoyé à Wyatt Lanford, c'était de toute beauté. Je pense que Ouais. tous les frappeurs du baseball majeur l'auraient expédié de l'autre côté pour le Grand Chelem. Clay Holmes qui n'est pas en confiance, sa sinker ne fonctionne pas, qui était son tir de prédilection. Donc, on doit trouver une solution. Pour moi, la solution, c'est Lewis Hill qui revient d'une blessure. C'est lui qui doit être placé dans cette situation-là. Mais on ne la prendra pas. On connaît les Yankees. On ne prendra pas cette décision-là parce que c'est un aveu d'échec, puis on ne veut pas avoir cet aveu-là. Non, à la place, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer Nestor Cortés en longue relève et Oui. ça va tout changer. oui, c'est ça. Oui. En longue relève jusqu'en 9e. Il n'y en aura plus besoin de releveur. Ça va être Non, Nestor all the way. C'est ça. Vive Nestor. On a une question, on parlait de Clay Holmes ici, là, de la part d'Olivier, qui dit concernant la saison catastrophique de Clay Holmes, est-il possible pour les Yankees de céder celui-ci dans les mineurs afin que ce dernier retrouve sa confiance et réapprenne à lancer dans la zone des prises? Je pense qu'il y a trop d'expérience pour être envoyé dans les mineurs sans son consentement. Là, dis-moi si je me trompe. Oui, je pense que oui, il va passer par le balotage. Puis malgré ses déboires de cette saison, il va être réclamé. Donc, on ne pourra pas se permettre de le perdre. Parce que tu prends avec les Holmes, tu le places en 7e manche, je pense que ça fait. Je pense qu'on n'a pas de problème. Mais quand on le place dans une situation précaire, ben, c'est là un petit peu que ça ne va pas bien. Veux-tu que je te dise c'est quoi le problème avec les Yankees? Je ne suis pas sûr. Tu fais bien parce que c'est pas intelligent ce que je vais dire, mais je vais le dire pareil. Moi, je pense que tout le monde s'aime trop à New York. Tu sais, dans le temps où ça gagnait des championnats, là, t'avais Rodriguez puis Derek Jeter qui voulaient se péter à la gueule sur le terrain. Oui. Aujourd'hui, le Judge, là, il est trop rassembleur. Là. Il prend des mauvais garçons un peu partout. Là. Josh Chisholm a l'air d'un ange. Marcus Stroman a l'air d'un ange. Oui. Alex Verdugo a l'air d'un ange. Judge, il les place toutes. C'est un trop bon Oui. leader. Il n'y a pas assez de marque dans ce club-là. Oui, je pense que oui, oui. Mais tu parles de leader, je pense qu'il faut monter d'un étage, puis ça part d'Aaron Boone également. Oui. Aaron Judge est un petit peu dans cette lignée-là, mais c'est un joueur. Donc, il n'y a pas le rôle de nécessairement brasser les cartes dans le vestiaire pour qu'il y ait un petit peu de bisbille. Mais le gérant doit, à certains moments, je ne dis pas de toujours lancer tes joueurs en dessous de l'autobus puis de mettre les vétérans à la merci des journalistes, mais de temps en temps, quand ces joueurs-là ne font pas le travail, tu dois le dire, puis tu dois adresser le problème autant publiquement qu'en privé avec le joueur, mais on dirait que rien de ça arrive. Allons voir ce qui se passe chez les Red Sox de Boston qui ont de la difficulté à se garder dans la course aux séries présentement. Je regarde le classement en date de jeudi soir. Les Red Sox qui sont à 5,5 matchs des séries éliminatoires ont même glissé derrière les Mariners de Seattle qui sont à 5 matchs des séries eux aussi. Pas beaucoup d'attaques à ce niveau-là. Et moi, j'ai trouvé ça drôle de voir Alex Cora lancer Danny Jensen un peu en dessous de l'autobus. Tu le sais que tu ne vas pas chercher Danny Jensen pour sa production offensive. Tu le sais que tu vas le chercher pour diriger tes lanceurs, puis parce que c'est un bon receveur défensif. Tu ne vas pas le chercher parce que c'est un gars qui va frapper. Écoute, une fois par mois, il va avoir l'air de Barry Bonds, puis il va frapper 2 circuits dans le match. Puis les 29 autres jours, il va frapper pour 172. C'est comme ça que ça se passe avec Danny Jensen. What you see is what you get. Mais quand même, c'est lui qu'on décide de lancer en dessous de l'autobus. Moi, j'aurais d'autres suggestions de gars à lancer en dessous de l'autobus avant Danny Jensen. Tu sais, des gars qui sont réputés pour frapper, mettons, puis qui frappent pas. Là. Moi, c'est eux que je viserais peut-être. Oui. Ça, c'est comme aller au restaurant, se commander une grosse poutine, puis se dire c'était pas santé, hein? Ben non, c'était pas santé, c'était là pour être bon, c'était pas fait pour être santé, c'était juste fait pour être bon dans la bouche. Ben, ou dire j'aime pas ça, la poutine, c'était pas bon. Ben oui, mais t'aimes pas ça, prends-en pas. Ben c'est ça, exactement. Tu es allé chercher un receveur défensif, puis tu t'attends. Tu sais, comme tu l'as dit, il est capable à un certain moment d'être offensif. De faire aller son bâton, mais ce n'est pas la base de son jeu. Il va arriver en 9e manche, on va tirer de l'arrière par 2, il va faire un circuit de 3 points. Mais le lendemain, attends-toi pas à ce qu'il fasse la même chose. Ce n'est pas ce genre de joueur-là. Par contre, diriger les lanceurs, ça, il le fait très bien. Puis on en a besoin à Boston. Donc, de cibler Danny Jensen quand ton attaque complète ne fonctionne pas, je trouve ça assez bizarre. Puis c'est quand même rare avec Alex Cora. Là.
Oui, c'est ça, c'est pas dans les habitudes de la maison. Peut-être qu'il commence à sentir la pression vraiment d'essayer de faire les séries, pas pour son contrat. Évidemment, il vient de signer une prolongation de contrat, il est très aimé là-bas, il va revenir, le problème n'est pas là. Moi, ma théorie, là, tu me diras ce que tu en penses, là, puis encore une fois, tu vas voir, c'est super intelligent. Là. Moi, je pense que s'il n'avait pas échangé Chris Sale contre un gars qui joue dans le 3A, peut-être qu'aujourd'hui, il serait en meilleure position puis que l'attaque serait moins importante parce qu'il serait mieux nanti sur le monticule. Dis-moi ce que tu en penses. Ben, pas qu'il serait dans une meilleure situation, il serait dans le portrait des séries éliminatoires, puis il serait pas si loin des Yankees et des Orioles. Prends le nombre de victoires que Chris Sale a donné aux Braves d'Atlanta. Les Braves qui, ils ont des difficultés, ont des blessés à la pocheter, mais quand même, Chris Sale les a gardés là. Il aurait fait la même chose avec les Red Sox, puis on serait en plein cœur d'une course. Notre situation par rapport aux séries éliminatoires serait probablement quasiment réglée. Donc oui, ça change tout. Écoute, ça va tellement bien à Boston, Sébastien, là, qu'il faut qu'il honore des gérants des autres équipes. Parce que jeudi passé, quand j'étais là, il donnait des bobbleheads de Dave Roberts quand il a volé son but en 2004. En série. mais ça, je voulais pas avoir ce souvenir-là. Là. Non. Je voulais garder ça très loin. Ouais. Mais moi, ma question, c'est ça leur tentait pas de faire ça contre les Dodgers au lieu de faire ça contre les Blue Jays? En tout cas, bref. C'est peut-être juste moi, là. Mais tu sais, dans un baseball où tout le monde affronte tout le monde dans toutes les années, là, et il y avait une fenêtre là, où il aurait pu faire ça quand les Dodgers étaient là, puis il ne perd jamais son poste. Là. Fait qu'il aurait pu mieux se taire un petit peu. Puis là, tu veux-tu repartir sur le calendrier qui nous empêche d'avoir des rivalités interdivisions? J'aimerais vraiment ça, mais je ne le ferai pas. À la place, je vais te dire, hey, Nate Pearson a fait partie d'un match sans point de coup sûr. Moi, ça me fait penser quand Aaron Sanchez a été échangé au Astros, puis que comme 2 jours après, il a été le lanceur partant d'un no-no combiné. Là. J'ai un peu la même vibe avec Nate Pearson, qui n'était pas le lanceur partant parce que c'est plus son travail dans le baseball majeur, a lancé la 8e manche, mais quand même, tu sais, t'es Craig Console, tu fais lancer 7 manches à Shota Imanaga, il y a un match sans point de coup sûr, puis tu te dis, vers qui je vais me tourner? Puis ton premier réflexe, c'est de te dire, hey, je le sais. Nate the Great, mon homme. Puis pour en ajouter, je ne sais pas si tu as vu ou tu as entendu, mais Pearson ne savait pas que c'était un match sans point de coup sûr. Il est sorti de l'abri, de l'enclos de relève, il a entendu les huées, puis là, il s'est dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il s'est rendu compte qu'il était en plein cœur d'un match sans point de coup sûr que Shota Imanaga est en train de mettre au tableau. Il suit la game, là, tu sais. Ah oui, il était tout là. Tu sais, moi, qu'un lanceur partant ne le sache pas, honnêtement, ça me dérange pas parce que des fois, t'es tellement. T'es le releveur, là. Tu sais, tout le monde dans le stade est supposé le savoir, sauf le lanceur partant, peut-être, là, tu sais. Mais le releveur, t'as juste ça à faire, là. T'es assis et tu manges des peanuts. Tu l'as pas vu qu'il n'y a pas eu de coup sûr depuis le début de la game, là, tu sais. Ça me fait capoter un petit peu, je te dis. C'est incroyable. C'est incroyable, mais on ne peut pas y enlever. Il a fait le travail en 8e manche. Ouais. Puis ça l'a mené à ce match en point de coup sûr combiné. Absolument, absolument. Québécois dans le baseball majeur, c'est un portrait peut-être un petit peu plus difficile cette année. Tu sais, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Parle-moi un peu de Charles Leblanc et des Angels. Il y a eu un premier passage. Là, a été rappelé pour le mois de septembre, là, pour les fameux rappels. C'est lui qui a eu le poste de joueur d'opposition parce que quand tu passes de 26 à 28, normalement, tu rappelles un lanceur et un joueur d'opposition parce que tu ne peux pas rappeler 2 lanceurs. Donc, c'est intéressant quand même à ce niveau-là de voir qu'un gars comme Charles Leblanc a encore une fois sa chance, même si le premier échantillon a été petit, deuxième chance au crédit, puis on le rappelle pour le mois de septembre. Ben, c'est le fun de voir ça parce que c'est comme le premier rappelé. C'est le premier rétrogradé, c'est le premier rappelé. Donc, il est vraiment sur la fine ligne. Là. Quand Rengifo s'était blessé, c'était lui qui avait été rappelé. Là, on a eu un autre retour de blessure, donc il avait été retourné dans les mineurs. Mais là, on peut étendre l'alignement. Donc, c'est lui qui est rappelé. Donc, s'il peut prendre sa chance. Ça ne veut pas dire que tout va se passer dans le prochain mois, mais s'il peut démontrer ce qu'il est capable de faire, il ne jouera pas tous les jours, mais quand il en aura l'occasion, il doit démontrer qu'il appartient aux ligues majeures pour arriver au camp d'entraînement au printemps prochain avec cette confiance-là. Puis avec aussi la confiance des entraîneurs qui savent qu'est-ce qu'il est capable de faire. Absolument. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais tu sais,
je répète souvent ce truc-là quand on parle d'un jeune, à part si on parle d'un jeune qui arrive puis qui est une étoile puis que c'est un joueur d'arrêt-court, peu importe, mais c'est l'important d'être polyvalent. On t'envoie jouer au troisième but, on t'envoie jouer au deuxième but, on t'envoie jouer au premier, on t'envoie jouer dans le champ gauche s'il faut, on t'amène comme frappeur suppléant, on t'amène peu importe la situation. Assure-toi de, sans éblouir la galerie puis de te demander de devenir Aaron Judge du jour au lendemain, fais ce que tu as à faire, sois une bonne pièce complémentaire, puis on va penser à toi pour les prochaines années. Fait que c'est le conseil, évidemment, là, qui doit suivre là, pour la suite des choses. Il y a un mois pour se prouver s'il reste dans les majeurs d'ici la fin de la saison. Puis peu importe où on va t'envoyer, la clé, c'est le travail. Oui. Si on t'envoie au deuxième but, mais tu dois prendre des répétitions, tu dois démontrer que tu veux travailler là-dessus à tous les jours, à tous les après-midi. Puis là, c'est là que tu vas bâtir ta confiance, puis celle des entraîneurs aussi. Sébastien, si je regarde le classement, autant dans l'américaine que dans la nationale, si les séries commençaient aujourd'hui, logiquement, il y a 18 clubs qui ne seraient pas là parce qu'il y a 12 clubs qui font les séries. Et de ces 18 équipes-là, il y en a une seule qui est à moins de 4 matchs et demi des séries. Tu regardes dans la nationale, il y a la course entre les Braves et les Mets présentement, mais après, ça tombe aux Cubs de Chicago qui sont à 4 matchs et demi, les Cards à 5 matchs et demi, les Giants à 8 matchs. Et dans l'américaine, on en a glissé un mot tantôt. Les Mariners de Seattle, première équipe en série, 5 matchs des séries. Par la suite, tu as Boston, tu as Détroit à 5 matchs et demi, tu as Tampa Bay à 6 matchs et demi, tu as les Rangers à 8 matchs et demi, les Blue Jays à 9, tu as les White Sox à 44. Mais en ce moment, on dirait que il y a une lutte qui est intéressante, c'est Braves et Mets. On dirait que moi, si tu me dis, là, tu peux regarder, tu peux construire un match présentement en fonction du classement. Je veux voir les Braves contre les Mets. Sinon, oui, les Diamondbacks ont des chances de manquer les séries parce qu'ils ont juste 2 matchs d'avance. Oui, San Diego doit surveiller des trucs comme ça, mais c'est vraiment entre les Braves et les Mets que ça se joue. Puis, j'avais pas ça sur ma carte de bingo parce que je pensais que ce serait beaucoup plus facile pour les Braves et relativement impossible pour les Mets, mais on en est là. Le baseball, ça se joue sur le terrain. On est dans un monde où les deux équipes ont 76 victoires présentement. Les Mets qui ont une défaite de plus, ce qui explique le demi-match derrière, mais c'est assez serré en ce moment. Oui, c'est assez serré. Puis les Braves, ils ont la pression, sont dans la position où ils doivent se qualifier pour les séries éliminatoires, malgré toutes les blessures qu'il y a au sein de cette organisation-là. Mais ça ne va pas bien. On avait une série cruciale contre les Braves où on pouvait s'approcher peut-être à 4 matchs, peut-être à 3 matchs même à ce moment-là. On l'a complètement échappé. Donc, on n'est pas capable de gagner les matchs importants. Puis on a les Mets qui semblent avoir aucune pression. On joue du baseball inspiré sans avoir cette pression de participer aux séries éliminatoires parce qu'on ne les attendait pas avant l'an prochain, peut-être même en 2026. Ouais. Donc, tu sais, nous, on joue le baseball qu'on a à jouer, puis advienne que pourra. Par contre, j'ajouterais peut-être même, tu mentionnais que les Cubs étaient à 4 matchs et demi, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça va bien pour eux par les temps qui courent, puis ouais. Eux sont sur une pente ascendante. Donc, est-ce que ça pourrait devenir dangereux pour les Mets et les Braves? Bien, peut-être. Puis là, les lanceurs semblent faire le travail, ce qui n'était pas le cas par le passé pour la plupart de cette rotation-là. Donc, ils pourraient devenir dangereux. Sinon, dans la Ligue américaine, bien, comme tu l'as dit, c'est pas mal réglé. Il n'y a rien qui est officiel, mais si, mettons, je te disais, mets de l'argent sur 11 équipes qui vont faire les séries, je pense que ce serait entrer dans ton argent. Il n'y a rien d'assuré, puis évidemment, c'est ça la beauté du baseball, c'est qu'il y a des clubs qui peuvent se relever. Tu as mentionné les Cubs qui peuvent se lever et tout, mais il y a un portrait relativement clair. On va surtout suivre quelle équipe va s'affronter, quelle équipe va avoir un bail, puis des trucs dans ce genre-là. Et la lutte dans l'Est de l'américaine. Oui, absolument. Une lutte de division. C'est un bon point. Les sommets de division, tu regardes un demi-match qui sépare les Orioles et les Yankees. Les Orioles en avance présentement. Là, bon, les Guardians creusent un peu l'écart devant les Twins et les Royals, mais 4 matchs et demi. C'est des rivaux de division. Je n'ai pas leur calendrier devant les yeux. Ils risquent de s'affronter en fin de saison. Donc, c'est des séries qui peuvent tout changer comme ça. Non, ça va être intéressant à suivre à ce niveau-là. Sébastien, petit commentaire de Simon Holmes, ancien writer de Passion MLB, qui nous dit « Les Giants à 8 matchs, j'espérais qu'on soit assez loin pour ne pas être mentionné. » Mais non, écoute, c'est pas une saison. J'en parlais justement récemment avec Simon là, par Messenger. C'est pas une saison facile là, pour les Giants. C'est une des grosses déceptions là, des dernières années à San Francisco. Là, une formation à qui on pouvait avoir confiance de
de ne pas être à 8 matchs des séries, justement, à ce point-ci de la saison. Sébastien, allons-y avec la période de questions. On a un commentaire de Jean-Michel Gauthier ici qui nous mentionne plus tôt cette saison. Je vous avais parlé de Andrés Chaparro qui était dans le 3 avec les Diamondbacks et qui présentement est le 3e frappeur avec les Nationals de Washington. Est-ce qu'il peut vraiment être au cœur de la reconstruction des Nationals au cours des prochaines saisons ou c'est juste temporaire? Tu sais, un gars comme ça qui jouait dans les mineurs sans être nécessairement le plus gros des espoirs, puis qui monte, qui joue 3e pour une formation qui reconstruit, ça peut effectivement être temporaire. Ceci étant dit, Sébastien, de la façon dont les Nationals sont construits, il y a tellement de jeunes dans cette équipe-là que s'il continue de rouler, ça ne veut pas dire qu'il va rester 3e frappeur toute sa vie, surtout avec les jeunes qui poussent à Washington, mais qui sait, il peut s'acheter du temps dans les majeurs. Ah, certainement. Au cœur d'une reconstruction, je ne croirais pas. Faire partie de la reconstruction, oui, parce que le cœur de cette reconstruction-là, c'est James Wood, c'est Dylan Cruz. On va bâtir autour de ces gars-là. On les a acquis à fort prix. Donc, tu sais, on avait un plan, on est en train de le mettre en avant. Mais les jeunes joueurs qui vont se greffer à ce groupe de joueurs étoiles, si je peux m'exprimer ici, c'est eux qui vont faire la différence. C'est eux qui vont devoir frapper dans le bas du line-up quand on va ajouter des vedettes à cette formation-là. C'est eux qui vont devoir prendre des répétitions en défensive. Donc, oui, ils vont pouvoir en faire partie. De là, être au cœur de cette reconstruction-là, c'est une autre chose. Mais on a déjà les bases de cette reconstruction-là qui est déjà derrière nous, selon moi. Là, on regarde vraiment devant Washington. Tantôt, Sébastien, tu te demandais où était mon père. Il nous a posé une question. Donc, il est là. Je pense qu'il est juste arrivé en retard au podcast. Je dois avouer que les Brewers seront à surveiller de près en série. Il semble assez complet comme formation. Tu sais, si je t'avais dit en début d'année, Sébastien, que, ben écoute, ils vont perdre leur gérant. Tu vas échanger Corbin Burns. Brandon Woodruff va être blessé. Il va y avoir des rumeurs de transactions impliquant Willy Adames. Christian Yelich, qui va avoir une bonne saison, va se reblesser. Puis tout ce qui s'est passé là-bas, puis qui vont quand même avoir cette avance-là dans la centrale de la nationale, puis qui sont virtuellement assurés de jouer en série de par la division dans laquelle ils jouent. Si tu m'avais dit ça, Sébastien, il y a quelques mois, je pense pas que je t'aurais cru. Ben, première des choses, je ne te l'aurais pas dit parce que si je ne me trompe pas, je les avais placés 4e dans la division. Je m'attendais à une saison vraiment ordinaire. Avec tout ce que tu viens de dire, là, il n'y avait aucune chance que les Brewers soient en tête de la division. On parlait des Cards, des Reds, des Cubs qui étaient un petit peu en transition, on n'était pas trop sûr, mais jamais les Brewers. Puis malgré toutes ces embûches-là, on est là. Puis, tu sais, on parle souvent des Rays qu'on ne sait pas trop comment ils réussissent à être là. Les Brewers, on ne sait pas trop comment ils sont là. Mais à chaque soir, ils sont très difficiles à battre. On a une bonne relève. On joue de la petite balle dans quelques cas. Mais on est capable de jouer toutes sortes de baseball. C'est ça qui va faire qu'ils vont être dangereux en série. Mon père, justement, qui nous mentionne Churio, le voltigeur de centre là-bas, qui est en train de devenir une vedette. L'un des bons jeunes Jackson du baseball majeur. Martin, qui nous demande ici, quelle équipe pourrait causer des surprises en série? Les Brewers, c'en est une de qui on vient de parler. Moi, une que j'ai envie de te dire, c'est les Padres. Les Padres retrouvent Fernando Tatis Jr., retrouvent Yu Darvish, mais surtout, qu'est-ce qui coule les équipes en série? C'est la relève. Puis avec la date limite des transactions qu'ont connues les Padres, pas exactement des problèmes dans l'enclos du côté de San Diego. Là. Non, du tout. Puis tu regardes ailleurs dans la Ligue nationale, les Phillies qui, justement, à la date limite des transactions, ont échangé des releveurs. Donc, on avait un enclos très solide qui n'était pas la force des Phillies par les années passées. Là, on s'en est départi de quelques-uns. On en paye le prix dans certains matchs. Puis on regarde les Dodgers, c'est pas nécessairement exceptionnel à ce niveau-là. Donc, oui, les Padres pourraient causer une surprise. C'est une surprise dans l'optique où on ne les voyait pas en début de saison se rendre là. Mais en ce moment, j'ai l'impression que, oui, on a les Phillies qui sont peut-être l'équipe à battre. On a les Dodgers qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre en séries éliminatoires. Mais sinon, c'est les Padres. Parce que oui, les Brewers seraient une équipe surprise. Est-ce qu'ils vont le faire en série?
Je ne suis pas sûr, ça peut arriver. Mais l'équipe la plus solide, si on exclut les deux puissances qui peuvent s'écraser, bien, c'est les Padres. Puis, tu sais, ce qui est quand même le fun, autant on disait que les courses vont peut-être être un peu plus ordinaires, mais une fois en série, c'est ce genre d'année-là où tu peux pas me dire hey, cette équipe-là est vraiment plus forte que les autres. Les Phillies avaient un peu cette aura-là depuis le match des étoiles, c'est plus exactement le cas. Mais il n'y a pas de gros favoris. Là. Mec, les preneurs au livre décident des cotes pour les séries. Il n'y aura pas de gros écarts d'après moi. Là. Il va y avoir des favoris plus que d'autres. Puis probablement que les Diamondbacks n'en feront pas partie. Là. Mais il va quand même avoir des. Ce ne sera pas fou de parier sur n'importe quelle des 12 équipes qui va se qualifier. Non, en plein ça. Puis les Diamondbacks sont finalistes l'an dernier. Fait que oui, on peut les sortir un petit peu de la course, mais ils ont l'expérience de l'an dernier. Ils ont une formation quand même solide. Ils sont en feu ces temps-ci. Oui, puis ils sont en feu. Puis si on combine les deux ligues, qu'on prenne de 1 à 12, il y a quelques matchs d'écart entre ces formations-là. C'est incroyable. On ne voit pas ça chaque année. Souvent, on a les équipes de tête, on a les équipes qui se qualifient de peine et de misère. Puis il y a vraiment un gros écart entre les deux. Puis on ajoute à ça le fait que par les années passées, les équipes qui se qualifiaient comme meilleure deuxième, bien souvent se rendaient jusqu'au bout, peut-être en raison de la ronde de congé en première ronde. Donc, tout peut arriver dans ces séries éliminatoires-là. Puis dans la Ligue américaine, là, c'est complètement ouvert. Là. Toutes les formations qui sont là présentement, peut-être qu'on exclut les Twins, mais encore là, tu arrives, tu as une série 2-3, tu prends le momentum, puis tout peut arriver. Martin, ici, qui nous a posé la question, qui nous mentionne les Royals aussi. Si Bobby Witt Jr. décide qu'il met ce club-là sur ses épaules, là, il peut gagner une série à lui tout seul. Là, ce gars-là, là, il est fort comme ça. Là. Avec Salvador Perez. Avec Salvador Perez. Sébastien, c'est la fin de notre liste de questions, mais juste avant, je vais te laisser avec un petit commentaire de Jean-Michel ici qui nous mentionne que Jason Dominguez n'a pas terminé le match de ce soir. 3 coups sûrs, 3 points marqués, 1 circuit, 2 points produits. 2 théories qui nous viennent en tête. 1, il est blessé. 2, il est rappelé. Évidemment, c'est dur de savoir si c'est vraiment une de ces deux histoires-là, mais je voulais te le soulever là, juste pour qu'on se le mentionne que c'est quelque chose à surveiller là, pour les prochaines heures. Mais toi, tu t'es dit que c'était vraiment important de ramener sur le sujet que Dominguez est en feu, mais qui n'est toujours pas dans le baseball majeur. Là. C'est ça. Absolument. OK, parfait. Moi, je mets les commentaires qui sont là. Je suis à la merci des auditeurs, Sébastien. OK. Tu as une excuse. Voilà. Fait que merci à tout le monde qui nous a écoutés en live sur Facebook, sur X et sur YouTube. Merci à ceux qui nous écoutent en différé, que ce soit sur n'importe quelle autre bonne plateforme de podcast, Sébastien, parce que si on cherche le podcast de Passion MLB, on nous trouve. Exactement. C'est sûr et certain qu'on va nous trouver sur ces 3 plateformes-là où on est présentement live, mais où on va mettre les enregistrements par la suite. Mais il ne faut pas oublier notre site web, passionmlb.com. Donc, merci à tout le monde qui est venu nous poser des questions. Merci à toi, Sébastien, encore une fois, d'avoir été là, fidèle au rendez-vous, au podcast de Passion MLB. Donc, je vous souhaite une excellente semaine de baseball et puis nous, on se dit à la semaine prochaine.